Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et le dépannage en vedette pendant 3 jours, les 25-27 avril prochains au parc Moulins Expo à Moulins. FDD, Mobilian, CFNA et leurs partenaires invitent donc tous les acteurs de l'industrie, de l'assistance routière et le grand public à participer au plus grand événement de l'industrie en Europe. Halte à l'escroquerie, les dépanneurs pirates s'immiscent dans le paysage routier sans scrupules ni autorisation, exploitant les automobilistes en détresse avec des tarifs injustement élevés. Leur présence non réglementée menace l'équilibre du secteur et met en péril la confiance des usagers sur les routes. Et Sylvain Cantrel, président du métier de dépanneur chez Mobilias, sera avec nous, et Luc Le Baron, vice-président, sera avec nous aussi. Permis à 17 ans, un enjeu sociétal. L'abaissement de l'âge du permis de conduire de 18 à 17 ans est entré en vigueur le 1er janvier. L'occasion de revenir sur les changements qu'il entraîne. On sera en compagnie de Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière de Mobiliance, et Lorenzo Lefebvre, son vice-président. On n'a que des présidents et des vice-présidents ce soir. Et on est vernis. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, nous allons parler bien sûr de dépannage. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Avec d'abord, sur le côté positif, un événement à venir, je le disais, du 25 au 27 avril prochain. Ça va se passer à Moulins. Moulins, forcément, on a envie de parler de dépanneurs. Et c'est une grande rencontre entre les professionnels et peut-être monsieur, madame, tout le monde, pour bien connaître ce métier, peut-être, avec vous. Oui, alors effectivement c'est un rendez-vous important pour nous parce que déjà c'est un métier où les transformations de nos véhicules se font sur le territoire français. Ça me paraît important de le rappeler. La plupart de nos véhicules on a effectivement des véhicules qui sont de différentes marques, mais qui sont modifiés sur notre territoire. Donc c'est vraiment une source d'emploi et puis et un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire par rapport à ça. Luc Le Cantrel, quels sont les chiffres du métier de dépanneur, tant en nombre d'interventions qu'en nombre d'entreprises et d'effectifs? Ça fait beaucoup de monde. Ouais, ça fait beaucoup de monde. On est en gros, il y a 7 900 000 interventions par an. Ah oui, c'est énorme. On a c'est réparti donc 5 900 à peu près 5 600, 5 700 entreprises de dépannage en France. Qui font du dépannage, et certaines font du dépannage, de la mécanique, ou sont concessionnaires, etc. Et il y en a vraiment que 450 qui sont vraiment uniquement, qui font que du dépannage. Ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même un métier qui est très encadré. Les dépanneurs aujourd'hui, on ne devient pas dépanneur sans une certification, j'imagine. Alors non, je vous le confirme. On a la répression des fraudes qui veille à ce que les choses soient relativement encadrées chez nous. Il faut des formations, bien sûr, il faut des compétences, inévitablement. Il y a les dépanneurs véhicules légers, il y a aussi les dépanneurs poids lourds, et derrière ça, inévitablement, on a des formations. Luc, tu vas pouvoir en parler parce que tu es très investi sur le certificat de qualification professionnelle, pardon. Oui. Et je te laisse. C'est intéressant parce que ceux qui nous écoutent, c'est peut-être l'objet d'une reconversion, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a des alors. Auparavant, le métier de dépanneur, ça prenait vraiment sur le tard. On venait, on embauchait. Si quelqu'un qui était passionné, et le mot passion va revenir souvent parce que c'est vrai que c'est une grosse partie. Sylvain ne contredira pas, mais c'est une grosse partie de notre métier, la passion. Si t'es pas passionné, tu restes pas. C'est une communauté, en fait, les dépanneurs, vraiment. Et si t'es pas passionné, tu restes pas. On a des heures qui sont compliquées. On intervient la nuit, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Il pleut, il neige, etc. On y va, donc faut vraiment des gens passionnés. Et là, on a eu la chance justement de mettre en place il y a quelques années, il y a 5-6 ans, je crois, un certificat de qualification professionnelle. Qui se délivre. Alors pour l'instant, il y en a qu'un en France, c'est à Guyancourt, c'est à la Forpa à Guyancourt. Et moi, je suis administrateur à la Forpa et je leur file des coups de main juste pour les jurys, pour montrer aux apprentis comment se passe le métier. Mais c'est bien parce que ça professionnalise. C'est sur 8 mois. Alors il y a deux versions. Il y a la version apprenti qui dure sur 8 mois. Et la version Pôle emploi, en fait, la version gens qui sont au chômage, etc. Et ça se fait sur 3 mois, tous les jours.
D'accord. Donc 3 mois. Et sinon, les jeunes en apprentissage, c'est 8 mois et c'est 3 jours par semaine. Luc Le Baron, on a toujours envie de savoir comment vous êtes tombé dedans, par exemple, parce que c'est vrai que ça n'est pas un métier anodin. Certainement, quand vous avez commencé tous les deux, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télé. Comment tout à coup on devient il y avait la télé quand ils ont commencé. La télé, non, mais quand je dis les métiers qu'on voit à la télé, Internet, tout ça. Oui. Comment on tombe dedans? Alors, moi, je suis tombé dans la potion magique, en fait. Moi, c'était mon grand-père, donc j'ai mon grand-père, mon père. Donc, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage familial. Donc après, Sylvain va s'expliquer. Mais... alors, moi, je suis pas du tout issu de ce milieu-là, puisque mon premier métier, c'était pilote d'avion. Mais pour autant, j'ai cette satisfaction de rendre service et de permettre à des gens de continuer leur trajet. C'est ça. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, notre métier n'est plus un métier de dépanneur. On s'inscrit complètement dans une solution de mobilité globale. Et quand vous permettez à une famille de poursuivre son trajet quand elle part en vacances, et que vous avez la satisfaction de l'avoir soutenu, de l'avoir aidé. De l'avoir soutenu d'une part, et puis bien sûr. et puis qu'elle vous restitue cette satisfaction, c'est quelque chose d'assez prenant, oui. Satisfaisant, comme disent les jeunes. On dit souvent qu'on est des assistantes sociales aussi. On dit il faut avoir un métier Vous avez parlé des formations, mais c'est un métier où on recrute beaucoup, c'est pénurique, au manque de main d'œuvre. C'est ça, c'est compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'en reviens à la passion. On a de moins en moins de vrais gens passionnés. Et comment on l'explique, en fait, ces problèmes d'horaire? Je pense que c'est des problèmes d'horaire. Moi, de mon côté, en Île-de-France, on a des problèmes d'horaire. Les gens veulent faire 8h, 18h, comme tout le monde, ou 8h, 17h. Après, pour trouver du monde pour le week-end ou pour les jours fériés, tout ça, c'est plus compliqué. Ouais. On a aussi cette faculté de rémunérer, notamment le week-end, des gens qui sont courageux, qui sont volontaires, qui ont envie, et ça leur permet. Alors, le cursus de nos compagnons, parce que c'est pas des employés chez nous, ce sont des compagnons, parce que il y a un vrai. C'est comme les compagnons du devoir. En fait. Il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange, et c'est de l'artisanat. En fait, oui, c'est de l'artisanat. Alors, on leur met à disposition des véhicules de plus en plus modernes. Et on a des carrossiers constructeurs qui nous facilitent un petit peu la vie autour de ça, mais on a des gens qui sont un peu passionnés. Et puis derrière ça, par rapport à leur investissement, ils ont une possibilité de se rémunérer aussi. Il y a une question que se posent beaucoup d'auditeurs. C'est à la charge de qui les frais de dépannage ? C'est à la tête du client, c'est selon son contrat d'assurance, c'est comment? Non, on a tous nos tarifs, notre base de tarifs. Non, je parle, c'est à la charge de qui? C'est à la charge de l'assurance quand on tombe en panne? C'est à la charge du particulier qui tombe en panne? Comment ça? Je vais vous répondre sur deux sujets. Vous avez la partie réglementée, autoroute, où là, le tarif est imposé et fixe, imposé. Et puis après vous avez et ce dont on va parler peut-être un peu plus tard, après la pub. les dépanneurs un peu sauvages, mais globalement, si vous voulez, les choses sont prévues en amont, et quand vous signez votre contrat d'assurance, vous payer une prestation de dépannage, que ce soit devant chez vous ou sur le réseau routier ou autoroutier. Est-ce que, comme les pompiers, vous avez un devoir d'intervention en moins de temps? 30 minutes. 30 minutes sur l'autoroute? Oui. Alors, je suis assez fier de représenter cette profession et de dire que quelquefois, on a une difficulté à avoir un médecin sur le territoire français en moins d'une heure. Nous, les dépanneurs, c'est 30 minutes. Voilà. Mais j'ai eu à les tester. C'est comme les pizzas à l'époque. Ouais, c'est ça. J'ai eu à les tester il y a même pas un an avec une panne sur autoroute, et c'est vrai, en Normandie, qu'ils ont été extrêmement rapides. Alors c'est d'autant rapide. Vous parlez de la Normandie, qui est mon fief.
qui est mon fief. Oui. Donc oui, non, mais on est extrêmement surveillé par rapport à ça, et donc une intervention sur autoroute, c'est 30 minutes. Allez, vous restez avec nous, Sylvain Cantrel, vous êtes président forcément de cette filière des dépanneurs, avec Luc Le Baron qui est avec nous, vice-président. On en revient dans quelques instants parce qu'il y a les dépanneurs et les faux dépanneurs, et on est là aussi pour alerter les populations de faire attention et de ne pas se faire avoir. On en parle dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle de dépanneurs, dépannage. Vous savez, ces héros finalement qui vous sauvent dès que vous avez un problème. Sylvain Cantrel est avec nous, président justement de ces métiers de dépanneurs chez Mobiliance. On est ravis de vous accueillir. Merci d'être avec nous. Et Luc Le Baron, vice-président de cette filière. Il y a chez vous, on parlait de communauté, donc la communauté vous êtes assez nombreux en matière de dépannage. Et il y a forcément toujours un caillou dans la chaussure. Certaines personnes qui se font passer pour des dépanneurs, qui arrivent à se glisser entre l'appel à un dépanneur agréé et finalement la personne au bord de la route qui arrive on ne sait jamais qui c'est forcément, et qui apporte certainement de mauvaises solutions, mais en tout cas qui ne sont pas des dépanneurs officiels. Par exemple, avec vous, Sylvain Cantrel. Les dépanneurs pirates, vous appelez ça? On appelle ça, alors effectivement, on les qualifie de dépanneurs pirates. On a travaillé depuis de nombreuses années à ce que notre métier soit reconnu et que nos professionnels soient qualifiés. On a aujourd'hui, malheureusement, on constate aujourd'hui que des dépanneurs viennent faire ce qu'on appelle de la maraude. Luc, tu pourras me confirmer ou pas, et interviennent auprès d'automobilistes en panne sur le bas-côté. Vous avez fait appel soit à la société d'autoroute, soit à votre service d'assistance, et vous avez des gens qui viennent charger vos véhicules et qui vous mettent dans des conditions difficiles avec des menaces, on peut le dire comme ça, et des contraintes de rémunération extrêmement importantes. Alors comment agissent-ils? Ils agissent notamment en voyant les accidents sur Waze. Expliquez-nous. Tout à fait, Expliquez-nous, Luc Le Baron. Ils sont postés à des endroits un peu stratégiques sur les routes importantes. Et ils suivent sur Waze les accidents ou les pannes, s'il y a des voitures en panne ou accidentées. Et puis ils y vont quand ils voient ça. Et bien souvent, le temps que nous, l'assistance nous appelle ou que les services de police nous appellent, il y a un petit délai. Eux, ce délai-là, ils l'ont pas, parce qu'en fait c'est quasi immédiat. Oui. Donc en fait, ils y vont et ils se font passer pour la police ou pour la société d'assistance. Alors quel est l'impact aujourd'hui pour les automobilistes, parce que vous avez un contrat d'assurance? Est-ce que le fait de passer par eux, ça crée il n'y a pas de remboursement, ou ça crée un problème? Est-ce qu'il y a un problème de sécurité? C'est quoi le souci de ces personnes? Alors inévitablement, il y a un problème de sécurité, parce que la plupart du temps, je parle sous contrôle de Luc Le Baron, mais la plupart du temps, on a des véhicules qui sont dans des phases de surcharge. Donc, en cas d'accident ou d'incident, malheureusement, ils ne sont pas couverts. Et puis surtout, c'est que nos clients sociétaires d'assistance se font, excusez-moi le terme, arnaquer. Oui. Voilà. Donc les sociétés d'assistance, les prix sont surréalistes, on en a parlé. Les prix sont surréalistes. Là, vous pouvez donner des exemples, allez-y. J'ai des factures là qui sont de 3 000 euros, de 3 000 euros. Oui. Pour un dépannage? Oui, j'ai des factures là. J'en ai une là de 939 pour un dépannage simple, etc. avec des forfaits abusifs. Là, j'ai 3108,62 €. Frais de dossier, frais d'expertise, mise à dispo, jour de gardiennage à 50 balles. Enfin. Alors pour ceux qui nous écoutent, quand on vient dépanner une voiture sur l'autoroute, est-ce que d'abord on doit payer le dépanneur, ou on le paye après et ça passe par notre assurance? Alors, deux choses par rapport à ça. C'est soit vous avez fait appel à votre assistance. Alors sur autoroute, les choses sont réglementées. Donc le véhicule doit être enlevé
par une société agréée dont le tarif est Par la imposé. société d'autoroutes. Voilà. Donc là, les choses sont complètement cadrées. En revanche, sur les sociétés, enfin sur les autoroutes non concédées, vous pouvez avoir affaire à un prestataire qui se présente, qui vous enlève votre véhicule et qui vous menace derrière suite à un non-règlement. Donc moi, le conseil que j'ai à donner aux automobilistes, aux usagers, oui. c'est de dire, si vous avez fait appel à votre assistance, que votre assistance vous donne les coordonnées de l'entreprise qui doit venir, de façon à ce que on puisse vérifier que on est dans le numéro de dossier aussi théoriquement. Et un numéro de dossier, bien sûr. Oui, bien on sûr. peut donner le numéro de dossier. Si nous si les gens sont dans leur voiture, donnez-moi le numéro de dossier ou quel est le nom de votre société. Et là, ils savent tout de suite si c'est le vrai dépanneur ou pas le vrai dépanneur. D'accord. Ce qui est embêtant, c'est que quand c'est le faux Ils dépanneur, jouent sur la détresse, en fait, des gens. sur la détresse, Bien ils sûr. jouent sur le stress, parce que la personne qui est en panne sur le bord de la route, t'as les voitures qui passent à 1,50 m. Et puis parfois ils ont un accident, il y a un gros stress. Ils sont pressés de sortir. Là, c'est plus compliqué parce que les assistances ne maîtrisent pas le tarif. Même sur une autoroute, Sylvain parlait tout à l'heure du tarif autoroute. Si ces gens-là interviennent sur une autoroute concédée, ils n'appliquent pas les tarifs concédés. Ils vont appliquer des tarifs qui vont être supérieurs à ça. Alors la plupart du temps, les assistances payent, mais les assistances ils sont pas contents parce qu'en fait, ils maîtrisent pas les tarifs. Personne maîtrise les tarifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Une fois qu'on a payé abusivement à un dépanneur pirate, est-ce qu'il y a moyen de se retourner? La répression des fraudes. Oui. Donc, on a aujourd'hui le juge arbitre dans notre métier, c'est la répression des fraudes qui sont à l'action sur tout le territoire français, sur les autoroutes concédées. En revanche, sur les autoroutes non concédées, on a une difficulté par rapport à ça. Il y a un vide juridique, c'est ça? Oui. Il y a un site qui est très bien et qu'on incite les automobilistes qui se sont fait avoir à déposer une plainte, à consulter, c'est signalconso.fr. Donc il faut absolument aller sur ce truc-là et faire des signalements. Et le signalement plus le signalement plus le signalement, ça va alerter la DGCCRF et puis ça va certainement faire bouger. Alors on est en train, avec Mobiliance, d'essayer de faire bouger tout ça, de réunir un petit peu toutes les personnes un petit peu concernées, genre les assistances, la police, enfin tout ça. Et on va essayer de faire une réunion pour essayer de... Et vous avez alerté justement avec Mobiliance les pouvoirs publics. Bien sûr. Et que disent les pouvoirs publics? Les pouvoirs publics sont complètement dans notre sens par rapport à ça, sauf que il y a une difficulté d'effectifs aujourd'hui. Enfin, on va pas se cacher les choses. Oui. La répression des fraudes est en manque de moyens par rapport à ça. En revanche, ce sont des gens qui vont complètement dans le sens de la démarche et surtout dans le sens de la protection du consommateur. D'accord. Mais les pouvoirs publics jouent le jeu, ils disent bon, on va mettre le paquet pour essayer d'éradiquer ça, ou c'est trop compliqué? Ils sont d'accord avec nous, mais c'est compliqué. L'administration, c'est compliqué à faire bouger. Il faut arriver Ça, c'est pas faux. Il faut arriver à pas mal de choses pour pouvoir arriver à faire bouger, mais on va y arriver. On arrive à faire des lobbying, des fois, des trucs comme ça, et ça arrive à faire bouger. Mais il y a une question qui se pose, pardon Cécile, c'est très lucratif parce que 3100 € une facture de dépannage, mais moi je me mets dans le dépannage tout de suite. Mais moi je fais du dépannage depuis... voiture, donc je fais du dépannage depuis 84 quand j'ai repris mon père. Je crois que j'ai même en voiture, j'ai jamais facturé un tarif comme ça. Je crois. Oui. Et c'est qui est derrière? C'est des mafias? C'est quoi? Parce que parfois les mafias sont derrière des choses qu'on n'imagine pas. C'est quoi derrière les dépanneurs pirates? On n'est pas dans le complotisme, mais on pose la question. Hein. Je pense pas. Bien dans le micro. Très objectivement, je pense pas qu'on soit dans une histoire de mafia, mais en revanche, on est sur des sur des individus opportunistes qui prennent en otage nos clients, hein, bien sûr. Si on veut pas payer, de toute façon, les clients, les véhicules sont gardés. Moi, je vois des fois, j'en ai un. Non, mais ce qui est totalement interdit, on est d'accord. Les assistances me demandent d'aller chercher la voiture chez lui. Il la donnera pas, quoi. Ici, il a décidé de pas la faire. Et si on va avec un huissier, ça peut... J'ai pas essayé. Peut-être, faudrait essayer de voir, mais je pense que ça peut faire bouger. Hein. Depuis de nombreuses années, on a travaillé pour l'évolution de ce métier, pour la qualité autour de la prestation qu'on offre à nos clients. Ce sont des gens qui disqualifient complètement nos activités. Qui n'ont pas de scrupules, visiblement. Voilà, qui n'ont aucun scrupule. Et j'en suis franchement désolé. Il y a une époque où le dépanneur était assimilé au ferrailleur
aux démolisseurs, etc. Ça, c'est fini. Enfin, vous voyez très clairement l'évolution des véhicules qui sont sur les autoroutes ou qui sont sur les voies réglementées. Très clairement, et la qualification qu'on met autour. Mais on a malheureusement ce genre d'individus qui disqualifient complètement notre métier, quoi. Et puis je rappelle bien entendu que il faut faire très attention quand vous êtes effectivement que vous voyez un dépannage sur l'autoroute, de faire très attention de ceux qui travaillent et qui remorquent, parce que écartez-vous et pensez bien à vous écarter, parce qu'il y a aussi beaucoup d'accidents dus à forcément les automobilistes qui font pas attention. Merci Cécile de rappeler cet élément important, c'est que il faut impérativement, donc le corridor de sécurité, c'est pas une blague, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Écartez-vous, ralentissez quand vous voyez des feux, des gyrophares, parce qu'il y a sur le bord de la route des gens qui viennent secourir l'usager et qui ne méritent pas de risquer leur vie. Absolument. Et on vous retrouve du 25 au 27 avril à Moulins, et il y aura notamment une voix de Sud Radio, Laurence Perrault. Exactement. Laurence va nous faire l'animation de ce avec salon. grand plaisir. Et Moulins, c'est une ville parfaite pour avoir des alliés. Exactement. Et si j'ai 30 secondes, je voudrais dire que le rassemblement de Moulins, on fait un défilé le samedi et c'est au profit d'Autisme France. Donc on récolte des fonds qu'on reverse à l'association Autisme France pour les personnes autistes. Et en plus, ces dépanneurs ont du cœur. C'est ça qui est formidable. Merci beaucoup Sylvain Cantrel d'avoir été avec nous, président du métier de dépanneur chez Mobiliance, et Luc Le Baron, vice-président, toujours bien sûr chez Mobiliance. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler sécurité routière avec nos invités. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous retrouver. On va parler éducation et sécurité routière, mon cher Philippe. Oui, pas mon chef. Mon chef, non, vous n'êtes pas mon chef. Non, mais ça peut arriver, mais en tout cas, je préférais que ce soit moi qui soit le vôtre. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et on est toujours avec nos amis de Mobiliance. On a maintenant Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Et Lorenzo Lefebvre, le vice-président. Ce soir, c'est la soirée des vice-présidents et des présidents. Des vice-présidents. Puisque vous avez fait un rapport qui s'appelle Réarmer l'éducation routière des usagers de la route. Et on va parler de ce rapport qui est d'ailleurs extrêmement intéressant. Extrêmement complet, j'ai envie de dire. Et complet, oui, il y a plus de 20 pages à lire, donc c'est bien, ça passe un peu de temps et c'est intéressant. L'éducation routière, c'est un réseau qui maille tout le territoire. Quelle est son importance ? Comme vous voulez. Bon, on commence par le vice-président, alors. Alors, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Alors, l'éducation routière, c'est une école de conduite toutes les 2,8 communes en France. Donc un maillage territorial très important. Si vous voulez, c'est des écoles de conduite qui finalement sont plus nombreuses que les collèges. C'est-à-dire que c'est entre l'école primaire et maternelle. En dessous, vous avez les écoles de conduite et en dessous, vous avez les collèges et ensuite les lycées. Donc, on a des salles de formation dans tout le territoire qui nous permettent d'éduquer les jeunes et les moins jeunes au civisme, puisque l'éducation routière, c'est aussi le civisme. Donc, on est très présent sur le territoire. Souvent, d'ailleurs, il y a dans un village une école de conduite, un boulanger et peut-être un coiffeur, mais voilà, souvent l'école de conduite est souvent le service de proximité essentiel au village. Alors le permis de conduire est sans doute comment on dit, comme le bac, le diplôme le plus répandu en France, le permis de conduire. Finalement, Patrice Bessonne. Oui, bien entendu, c'est l'examen qui est le plus passé en France. 1 million de permis par an à chaque fois. Et donc, comme il fait partie donc c'est l'examen le plus répandu en France, est-ce qu'il faut d'une manière ou d'une autre le réformer? Donc là, il a subi une première réforme, le passage à 17 ans, mais vous proposez multiples opérations, en tout cas points, pour améliorer la prise en charge de l'automobile à partir de 17 ans, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut changer plein de choses, changer le paradigme, anticiper, et que aujourd'hui, ce permis n'est peut-être plus tellement adapté, tel qu'il est aujourd'hui, à la situation géographique du pays, aux voitures, et finalement de se dire, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas changer? Et là, vous faites pas mal de propositions. Oui, premièrement, il ne faut rien exclure. Nous, ce qu'on doit regarder, c'est l'efficacité de ce permis. Quand on met les choses sur la table, on s'aperçoit que sur 10 tués en France,
les derniers chiffres aujourd'hui, 8 sont des hommes. Oui. Et pourtant, les hommes, c'est ceux qui réussissent le plus facilement l'examen. Ah oui. Et normalement, le permis de conduire, ça doit être pour conduire en sécurité. Donc, il y a quelque chose qui ne matche pas. Les femmes, on n'en retrouve que 2 sur 10 qui meurent, dont une qui est passagère d'un homme. Donc, en fin de compte, ça ne fait qu'une femme sur 10 au volant. Pourtant, elles ont plus de mal à passer leur examen et à le réussir du premier coup. Et par contre, elles sont beaucoup plus efficaces en termes de risque. Donc, il faut aller chercher autre chose. Je rappelle quand même très rapidement que, puisque en ce moment, c'est quand même l'actualité, comment trouver de l'argent pour commencer à rembourser la dette. 1000 milliards d'euros sur les 10 ans, c'est la dette que nous avons. Est-ce que vous savez, Philippe et Cécile, combien coûte l'insécurité au sens large, hein, bien entendu, par an? 39,7 milliards, Oui, c'est sur parce votre rapport. on l'a sous les yeux. Oui. Mais ça Alors, allez un peu plus loin. Ça dépasserait même les 100 milliards. 39, merci. 39,9, c'est la cote la plus petite. Basse, oui. La cote beaucoup plus réaliste, avec tout ce que comprend les tués, les blessés graves. Je vous rappelle que c'est une grande partie des jeunes. On arrive, et c'est pas nous qui le disons. Oui, c'est tout confondu. Hein. C'est morts, hospitalisation, victimes légères, matériel et tout ça. On arrive à 100 milliards d'euros. Je sais pas si vous imaginez. C'est 100 milliards d'euros. C'est 2,5 fois le budget de la défense. Alors, moi, je vais être extrêmement cash. On va rentrer tout de suite un petit peu dans le dur. De plus en plus aujourd'hui, il y a une disruption forcément de ce passage à l'examen, c'est-à-dire qu'on ne voit plus d'examinateurs. On le fait sur Internet. Est-ce que cet humain qu'on avait du professeur entre guillemets change aussi la donne sur la sécurité routière? Est-ce que ça crée finalement des problèmes? Alors, l'idée, c'est de faciliter l'accès au permis de conduire, mais faciliter l'accès au permis de conduire, c'est pas baisser le niveau de compétence des jeunes. Il faut pas confondre les choses. On est sur le même problème que ce qu'on appelle la simplification. On peut pas, sous prétexte de simplification ou de faciliter les choses, se dire que on va faire baisser le niveau de compétence des jeunes. L'exemple parfait, c'est celui du permis à 17 ans, puisque on nous a dit qu'on allait mettre le permis à 17 ans pour faciliter l'accès au permis de conduire. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Les jeunes sont en alternance, ils peuvent aller se déplacer, ils ont besoin de se déplacer. Dans le milieu rural, c'est important de pouvoir se déplacer. Sauf que ce qu'on nous a pas dit, c'est que les pays qui ont mis ça en place et qui ont de bons résultats en sécurité routière sont des pays qui ont fait un suivi des jeunes après avoir obtenu le permis, puisque c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on se tue pas parce qu'on manipule mal, on se tue parce qu'on a un mauvais comportement. Pour avoir un bon comportement, il faut pouvoir en discuter dans des salles de cours entre conducteurs pour essayer de comprendre quel est le bon comportement à avoir et essayer aussi de comprendre l'autre conducteur. C'est ça la clé, et c'est ce qu'ont compris tous les autres pays européens. C'est pour ça qu'on dégringole de plus en plus au niveau des chiffres de l'insécurité routière. En France, où on était plutôt, alors on n'a jamais été très très bon, mais plus ça va et plus les autres pays européens finalement prennent notre place et passent devant nous, parce que les autres pays européens ne s'empêchent pas d'évoluer, ne s'empêchent pas de se dire. Et si la question c'était le comportement. Et qui, par exemple, l'Allemagne, exemple? Alors l'Allemagne a été souvent au-dessus de nous, mais aujourd'hui on a par exemple l'Espagne, le Portugal qui passe au-dessus de nous. On va bientôt avoir l'Italie qui va passer au-dessus de nous en termes d'accidentalité et de chiffres sur l'insécurité routière. Donc si vous voulez, tous ces pays avec en premier de la classe Autriche, Finlande, enfin tous les pays du Nord, eux ont réfléchi à ce qui se passe après être un conducteur et après avoir la technique de conduite. Ça suffit pas, la technique. Ce qu'il faut après, c'est pouvoir comprendre l'autre conducteur, et c'est seulement dans une école de conduite. L'appréciation, c'est ça que vous voulez dire. Mais d'ailleurs, vous voulez rendre obligatoire la formation continue de la conduite pour tous, comme on dit en occitan, que vous êtes sur Sud Radio, Kezako, Patrice Bessonne. Kezako. Non, alors, Philippe, bien entendu qu'il faut rendre ça obligatoire. Il faut faire monter en compétence les jeunes.
Il faut qu'on se réveille, nom d'un chien. Cécile a dit qu'elle voulait être cash, mais nous, on est encore plus cash que ça. Il faut arrêter de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut changer le système et obliger à faire une montée en compétences. C'est indispensable si on veut sauver des vies et si on veut réduire la dette des 100 milliards d'euros. Et pour monter en compétences, il faut plus de cours théoriques. Il faut une école, une auto-école comme une école. Lorenzo le disait, les cours théoriques, c'est en fin de compte la psychologie du risque. C'est également, derrière la psychologie du risque, savoir expliquer qu'un accident, malheureusement, ça se construit. Ici, ça se construit, ça veut dire que ça se déconstruit également. Et donc, il y a des éléments que les jeunes doivent connaître pour éviter les choses trappes. Parce que sinon, nous aurons toujours le même résultat. Alors, quand on dit ça, on nous dit, mais oui, vous avez raison, bien entendu, la montée en compétence est indispensable, obligatoire, mais on peut pas le faire. Parce que le permis, ça coûte trop cher. Ouais. Et dans la même discussion, on nous dit, mais vous savez, on discute, en fin de compte, des éléments macroéconomiques. Eh bien, si on discute des éléments macroéconomiques, en fin de compte, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça ne coûte pas plus cher une formation montée en qualité. Plus que derrière ça, elle permettra de faire une économie sur ces fameux 100 milliards qui sont payés par tous. Ouais, bien sûr. Et si véritablement la cause et le coût, déjà, j'ose imaginer quand même comment pouvoir trancher entre un coût en termes de qualité quand ça permet aux personnes de garder une intégrité physique. C'est clair. Déjà, On se retrouve. Bougez pas. Déjà, je me pose cette question. Eh ben, on va répondre à d'autres questions parce qu'on a plein de questions à vous poser. Hein. Patrice Bessonne, président d'éducation routière, sécurité routière de Mobiliance, et Lorenzo Lefebvre sont avec nous, vice-président. On en parle dans un instant. Petite pause. À tout. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes en compagnie de Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière de Mobiliance, et son vice-président Lorenzo Lefebvre, pour parler du rapport de Mobiliance, éducation et sécurité routière, réarmer l'éducation routière des usagers de la route. Alors, vous faites 8 propositions pour le financement du permis de conduire. C'est comme la radio du rugby, c'est bien, il y a 3 piliers, alors qu'en général, il y a 2 piliers, un talonneur, mais 8 propositions en tout. On va commencer par le pilier 1, un CPF participatif pour financer le permis de conduire. Comment ça marche? Bon, qui veut, hein, Lorenzo ou Patrice, hein? Lorenzo. Alors, rapidement... là, c'est le demi-mêlée qui passe au milieu-ouverture. Voilà. Très rapidement, le CPF, pour que tout le monde comprenne bien, c'est une contribution des entreprises à la formation professionnelle. Le permis est utilisé très souvent dans le cadre professionnel. Les entreprises cotisent 10 milliards par an aujourd'hui pour financer le CPF. Et aujourd'hui, le CPF, ça correspond à 2 milliards 370 millions de dépenses. Ça veut dire qu'il reste de la place aujourd'hui pour le CPF. Et aujourd'hui, faciliter l'accès au permis de conduire, c'est d'abord passer par un financement. Si on veut pas dégrader la qualité de la formation, si on veut pas dégrader les compétences, c'est permettre aux gens de pouvoir financer leur permis de conduire. On a vu qu'il y avait le leasing social où les gens sont en quête en fait de financement pour avoir des voitures, mais ils sont aussi d'abord en quête d'avoir également des financements pour le permis de conduire. Il y a une pub de Dacia là aujourd'hui qui passe à la télévision où on dit que Dacia fait un effort pour les véhicules, mais il faut aussi qu'on puisse faire ce financement. Donc cet argent, il existe, c'est pas un impôt supplémentaire, c'est de l'argent qui est disponible. Et l'idée, ça serait de dire, moi, en tant que parent, dans la famille, je vais participer finalement au financement du permis de conduire de mon enfant grâce à mon compte CPF, où j'ai 500 € qui viennent s'ajouter chaque année. C'est-à-dire que la moyenne de coût du permis de conduire, c'est 1650 €. En 3 ans de travail, je peux financer le permis de conduire quasiment dans la globalité de mon enfant, et ça permet donc à toutes les classes de pouvoir financer le permis de conduire et de garder cette formation de qualité.
Est-ce qu'il faudrait, je reviens un tout petit peu en arrière, réguler un peu plus ce permis de conduire, c'est-à-dire réorganiser la façon de le passer, la gestion de l'apprentissage, avant de parler justement de la façon dont on va le payer. J'ai l'impression que c'est un peu la foire à tout ces derniers temps. Je le disais tout à l'heure juste avant la pub, le fait qu'on puisse passer aujourd'hui et prendre des cours par internet sans voir d'examinateur, le fait que est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas que les choses soient, que tout le monde ait les mêmes chances face au permis? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous la même chance face au permis. Oui, tu as raison, Cécile. La réflexion, ce que tu évoques, c'est le code de la route. Code de la route, aujourd'hui, effectivement, il a été dégradé parce qu'on a dit on peut le passer autant de fois qu'on veut. En fin de compte, c'est un QCM. On peut se former dans son canapé, chez soi, sans faire de véritables cours. D'ailleurs, ce qui en partie a amené une augmentation du coût du permis, parce que comme les jeunes ne connaissent pas le code, ils se sont appauvris sur cette compétence, et on est obligé de les faire réapprendre dans la voiture. Et donc la voiture, par contre, c'est des heures individuelles avec un formateur, et donc c'est des heures qui coûtent. Et derrière ça, en fin de compte, en expliquant qu'on allait simplifier et permettre de faire passer le code très simplement, voire de façon numérique, comme tu viens de le dire, et qu'on allait gagner de l'argent, en fin de compte, le résultat est l'inverse. Il est pire. C'est-à-dire les jeunes en perdent aujourd'hui. Mais il y a une question qu'on se pose. Est-ce que les auto-écoles sont évaluées par rapport à leurs résultats? Et est-ce que quand on va s'inscrire ou inscrire son enfant, on peut demander les résultats au permis de conduire et savoir, tiens, vous êtes la meilleure du département ou la dernière du département? C'est la question que se posent pas mal de gens. Oui, qu'ils aillent sur la cartographie des écoles de conduite, c'est sur le site du ministère de l'Intérieur, et là, ils ont les taux de réussite par département, ils ont le taux de réussite des écoles de conduite, si elles sont près de chez eux. Ils savent aussi si les écoles de conduite sont labellisées, plus qu'il y a des écoles de conduite qui ont un label d'État. Et donc, ils peuvent le savoir par cette cartographie. Et Philippe, tu fais bien d'en parler, parce que dans la plateforme Un jeune, une solution, cette cartographie a été intégrée. Et d'ailleurs, on en est assez fiers avec Lorenzo, parce que c'était la demande que nous avions fait à Sacha Houlier, puisque je vous rappelle que c'est dans la loi de Sacha Houlier qu'il y a eu cette demande de plugger la carte ministère de l'Intérieur des écoles de conduite et l'application Un jeune, une solution. Donc, les personnes qui veulent se renseigner sur les écoles de conduite, leur qualité, leur performance, peuvent tout à fait le faire en transparence. Qu'est-ce que vous attendez des propositions? Il nous reste une petite minute. Lorenzo et Patrice Bessonne, vous attendez quoi aujourd'hui? Est-ce que forcément, il y a des choses qui sont retenues, d'autres pas. Quelle est l'importance, la cible importante aujourd'hui? Le financement. Avec le financement, on pourra monter la compétence des élèves. Autrement, comme l'a dit Lorenzo, on continuera à être rétrogradé au niveau européen. Le financement, c'est indispensable pour les jeunes et pour mieux se former. Et je sais qu'on va pouvoir l'obtenir, parce que n'oubliez pas que dans très peu de temps, tous les autres financements vont sûrement disparaître. Les communes qui mettaient de l'argent pour aider la formation au permis, aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec les annonces de Bruno Le Maire. Les conseils de département ou les conseils régionaux, il va y avoir de moins en moins d'argent pour venir aider à la formation. Et je ne parle même pas de France Travail. Donc, il restera ce qu'on a initié, et j'espère bien que ce sera porté et par les députés et sénateurs, voire même par le gouvernement. Merci beaucoup Patrice Bessonne, président éducation et sécurité routière de Mobiliance, et merci Lorenzo Lefebvre, vice-président éducation et sécurité routière. Merci d'avoir été avec nous.